bonsoir tout le monde. Je me présente rapidement. C'est Kojo de prénom et Clovis de nom. Aujourd'hui, je vais vous présenter, on va survoler au fait, voilà, les clés de la finance personnelle. On va parler un peu de finance personnelle. Parce qu'on entend beaucoup parler de finances de marché, de banque commerciale et tout ça, c'est un peu très professionnel. Et là, on va se focaliser plus sur ce qui rentre dans notre poche et ce qu'on en fait. Voilà. Donc, ça va être l'objet de cette présentation qui va durer 3 quarts d'heure à peu près, Parfait. 1 heure tout au plus. Voilà. Et j'aimerais que ça soit, que ça soit le plus interactif possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'arrêter et à me corriger. Voilà, je vais apprendre aussi. C'est comme ça aussi qu'on évolue. On va essayer d'aborder le sujet de la finance d'une façon holistique. C'est-à-dire que ça ne va pas être que de l'argent, mais on va intégrer aussi notre propre personnalité. Comment est-ce qu'on vit l'argent? Comment est-ce qu'on a utilisé l'argent jusque-là? Comment est-ce qu'on considère l'argent au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui nous effraie? Voilà, on va essayer de prendre au fait la gestion de l'argent sous cet angle-là. Il n'y aura pas de formule mathématique ce soir parce qu'on n'en a pas besoin. On va juste considérer l'argent comme étant une matière, c'est-à-dire de l'énergie qu'on va véhiculer. Et pour pouvoir y arriver, on n'a pas forcément besoin de connaître ni Pythagore, ni les formules de mathématiques financières. Est-ce que ça vous va comme contrat? Je pense que tout le monde est Oui. sous. Voilà, on va démarrer. Voilà, avant d'aller plus loin, si vous voulez m'écrire, vous m'écrivez sur cette adresse-là. C'est mon adresse professionnelle que j'utilise dans mes conférences en général. Donc, n'hésitez pas, c'est kojo@oseku.com. Voilà, d'abord, on va commencer par comment est-ce que nous concevons l'argent, les croyances que nous avons à propos de l'argent. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous n'ayez aucun problème à prononcer le mot argent, que ce soit dans le cercle familial très restreint ou que ce soit en public. Voilà, si vous considérez que l'argent vous pose problème aujourd'hui, commencez dès maintenant à prononcer ce mot-là le plus possible, ce terme argent voilà, comme vous voulez, mais intégrez ça, n'ayez plus aucun frein par rapport à l'argent. C'est vrai que nos éducations, surtout éducation judéo-chrétienne, nous ont inculqué une notion d'argent qui est une limite péjorative. Il ne faut pas parler d'argent parce que ça porte malheur, parce que si. Donc voilà, c'est un peu ça nos croyances, hein. La plupart du temps, quand je discute avec les gens, je vois qu'on a une petite appréhension, on n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie d'en parler. Mais tout ça, c'est normal. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est normal qu'on est mal à l'aise au fait quand on parle de l'argent. Voilà. Et la vie en général, hein, pas seulement côté financier, mais en général, quelque chose qu'on va faire, on est juste un tas de croyances, que ce soit conscientes ou inconscientes, acquises ou transmises par nos éducateurs. Ça peut être nos éducateurs familiaux, dans le cercle familial ou à l'école et tout ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est des croyances. Mais ce qui est un peu problématique avec l'argent, c'est une croyance inconsciente, c'est du non-dit. Tout petit, on ne va pas venir, en tout cas, je ne sais pas, peut-être pour certaines personnes ici, mais dans la plupart des cas, on ne va pas dire, ah ben tiens, maintenant tu as 5 ans, voici 10 sous, tu vas pouvoir en faire quelque chose, voici l'argent, ce que représente l'argent, voici les entrées, voici les sorties. Non, jamais on va nous apprendre à avoir ça. Au contraire, on va nous diffuser un peu quelque chose d'inconscient, une peur au fait latente qu'on n'arrive toujours pas
à bien identifier d'où ça vient, en fait. Voilà. Donc, ce soir, on va essayer euh, de démystifier tout ça. Et juste entre parenthèses, mon exemple personnel peut vous servir, en fait, voilà, mon cas personnel peut vous servir d'exemple, en fait. Hein. Voilà, moi, je viens d'une famille à la base très pauvre, voilà, mais pas accidentellement, je vais dire, j'ai réussi, au fait, à, à, à déconstruire cette connaissance, enfin, cette appréhension de l'argent, et je trouve que ça me réussit plutôt pas mal. Voilà, je suis vraiment à l'aise avec l'argent aujourd'hui et depuis quelques années. Et je trouve dommage de ne pas partager cet état d'esprit avec d'autres personnes. Voilà. Une chose qui est très importante, c'est ça, c'est que nous détestons la finance. Pourquoi nous détestons l'argent? Pourquoi nous détestons parler de l'argent? Juste, c'est par peur. Voilà. On a peur d'en parler parce qu'on a peur de dire des conneries. On a peur d'être mal compris parce que d'autres personnes dans notre entourage ont aussi peur d'en parler. Donc, on transmet au fait cette peur de l'argent, de la finance à d'autres personnes d'une façon mais vraiment subliminale au fait. Et on a peur d'être jugé. Il y a tout un tas de peurs au fait qui est construit, au fait, ce tas de peurs est construit autour de la finance. Voilà. Alors qu'on en a besoin, c'est juste un véhicule de communication, un véhicule de transmission. Voilà, quand je vais au marché, bon, ben, soit à l'époque, on faisait des trocs où on amenait du sel et repartir avec du pain ou peu importe. Voilà, on essaye d'échanger. Aujourd'hui, on est dans une économie un peu plus ouverte. Donc, forcément, au lieu d'amener du sel au marché, on va plutôt amener quelques billets voilà, pour obtenir le même service. Voilà. Donc, c'est par peur. D'où vient cette peur? Cette peur vient de la méconnaissance. J'ai envie de dire de l'ignorance, au fait, mais l'ignorance est un peu très fort, mais de la méconnaissance de ce que c'est que les rouages de la finance ou de la gestion de l'argent. On ne nous a jamais appris les bases de la finance. C'est quoi l'argent? D'où vient l'argent? Qui crée l'argent? Pourquoi certains en ont et d'autres pas? Pourquoi j'en ai aujourd'hui et demain j'en ai plus? Pourquoi hier j'en avais? Voilà, on ne nous a jamais appris les bases de la finance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on ne connaît pas quelque chose, on a peur, tout simplement, ce qui est logique. Donc, on ne va pas se blâmer. Voilà, aujourd'hui, j'arrive pas à gérer mon argent, mes placements, je ne suis pas au courant de ce qui se passe autour, tout simplement parce que personne ne nous a jamais appris et personne ne nous a jamais demandé à l'apprendre. C'est ça qui est curieux, en fait. On nous apprend tous les théorèmes possibles, Pythagore, Thalès, je ne sais pas, beaucoup de formules mathématiques, que ce soit en sciences même. On va apprendre des caractéristiques sur plusieurs pays dans le monde. Mais ce qui est vraiment important, l'essentiel, personne ne nous l'a jamais appris. Voilà. On prend la cocotte, on met un couvercle dessus, on n'en parle pas, et donc du coup, tout le monde a peur. Tout le monde a peur par méconnaissance. Voilà, on a peur de la finance par méconnaissance, voire par ignorance, tout simplement. Et ben, conséquence, c'est que c'est quasiment impossible d'affronter un défi auquel l'on ne s'est pas préparé. Voilà, moi, j'ai jamais piloté Formule 1. Donc, quand je vois ça, quand je vois d'autres personnes piloter une voiture de Formule 1, j'ai peur à leur place, ce qui est normal, surtout quand ils vont faire quand ils font des accidents, tout ça. J'ai vraiment peur. Je suis tétanisé. On me demande aujourd'hui de monter dans une voiture de course, même. Je, je- non, je ne ferai pas. Je n'irai pas parce que j'ai peur. Alors qu'à côté, il y a une autre personne qui va monter dedans, manœuvrer, voilà, prendre des chicanes, des trucs, mais d'une façon mais complètement fluide. Voilà, quelle est la différence entre cette personne et moi? C'est que cette personne a appris à piloter. Moi, je n'ai jamais appris à piloter, donc je ne ferai pas. Et c'est normal, c'est normal. Je ne peux pas affronter ça. Ça devient un défi insurmontable pour moi. Voilà. Donc, l'idée ce soir, c'est qu'on arrive au fait à déconstruire tout ça et à commencer à apprendre au fait ce que c'est que l'argent. On va voir, on va dire,
la petite base, en fait, hein, de ce que c'est que l'argent et comment on va pouvoir l'utiliser au quotidien. Voilà. On va préparer un peu le terrain pour que le terrain soit un peu fertile et favorable à recevoir les bonnes graines. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il y a des chrétiens parmi vous, si vous êtes familier avec la Bible, le Nouveau Testament. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de, de passage où Jésus dit à ses apôtres, voilà, il prend des graines et jette ça. Il dit, voilà, voici les graines jetées. Il y en a qui vont tomber sur des terres qui ne sont pas fertiles et ne donneront rien. Et il y a d'autres graines qui vont tomber sur une terre fertile, mais couverte de ronces. Donc, même si elles germent, elles ne donnent rien, seront étouffées par les ronces, et d'autres qui vont tomber sur des terres fertiles favorables à leur épanouissement et tout ça. Donc, voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va nettoyer un petit peu ces croyances qu'on a reçues souvent indirectement et en plus transmises dans la peur. Voilà, ça va prendre du temps. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas en 3 quarts d'heure ou 1 heure qu'on va se, se nettoyer de tout ça. Ça va prendre du temps, mais il va falloir être indulgent avec vous-même et faire ce travail jour après jour. Moi, la seule chose que j'ai envie que vous reteniez à la fin de cette soirée, c'est dire que maintenant, je me donne le droit de parler d'argent partout où je suis. Voilà. Voilà. Et de parler d'argent en bien. Parce que si on apporte quelque chose, on va en tirer que de malheur. Voilà. Donc, on va parler de l'argent qu'en bien. Euh, on va commencer par les principes fondamentaux de l'argent. Euh, Aujourd'hui, on va considérer que la vie, d'une façon générale, c'est un vaste marché. C'est un grand marché, au fait. Un grand supermarché à ciel ouvert comme ça, où tout s'achète et se vend à un prix donné. Voilà. Même la santé a un prix aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, on peut se dire, ah ben non, mais il ne faut pas en parler parce que si c'est la réalité. Voilà. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'on veut faire, c'est l'argent. J'imagine que la conférence là qu'on est en train de faire, c'est hébergé avec Zoom. Sûrement qu'on a payé l'entreprise Zoom pour pouvoir bénéficier de leurs services. Tout aujourd'hui a un prix. Voilà. Et ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. On peut dire, ah ben tiens, tel service est gratuit, tout ça. Il y a quelqu'un qui paie derrière. Ou soit on paie nous-mêmes, ou c'est quelqu'un qui paie. Tout a un prix. Donc voilà. L'argent, en fait, c'est juste ce véhicule qui permet entre deux entités A et B de se rendre des services. Aujourd'hui, c'est A qui est producteur d'un service, donc B va venir auprès de A pour bénéficier de ces services moyennant un prix. Et demain, c'est B qui deviendra le producteur, ou dans un autre contexte, c'est B qui sera le producteur et A va payer. Voilà. Et ça, l'argent permet en fait juste la circulation de ces biens, de ces services-là. Voilà. La richesse, la richesse fondamentale, c'est la richesse par l'argent. Ici, on parle de richesse pécuniaire, financière, commence par la connaissance de cette loi fondamentale qui régit les interactions humaines. Voilà. Qu'on soit aujourd'hui locataire ou propriétaire, on doit payer tous les jours quelque chose. Tout a un prix. Chaque seconde qui passe a un prix. Voilà. D'ailleurs, il y a une corrélation très forte entre le temps et l'argent. Voilà. Le rapport entre les agents de ce marché est quantifié en argent. Et il y a des règles. Comme partout, il y a des règles. La nature, en soi, c'est un ensemble de règles ou de lois, tout simplement. Il y a des lois qui sont connues de tout le monde ou par certaines personnes et des lois qui ne sont pas connues. Il y a des lois tangibles qu'on peut expérimenter, c'est ce que nous propose la science. Il y a des lois qu'on ne peut pas expérimenter et ça fait partie du côté spirituel de la vie. Voilà. Donc, tout est régi par des lois et l'argent aussi étant une matière, bien sûr créée par l'homme pour faciliter les échanges, est aussi régi par ces lois,
par les lois. Et ça, il faut les connaître. Quand on ne les connaît pas, on va être un peu ignorant, on va en avoir peur. Quelles sont ces lois? J'ai listé ici 10 lois de la richesse. On peut les résumer un petit peu en 7 lois, on peut les étendre à 15 lois, voilà, chacun prendra sa partie. Ici, on va parler des 10 lois de la richesse, vraiment de la base de la richesse. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Vous m'entendez? J'ai perdu tout le monde. Non, non, c'est tout bon, c'est tout bon. C'est bon, c'est bon, on a coupé les C'est- micros. On admet au fur et à mesure, t'embête pas. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, hein. Si je dis des énormités, intervenez. Voilà. Quelles sont ces 10 lois? Voici ici les 5 premières lois de la richesse. Premièrement, il faut savoir où va l'argent que vous avez dans votre poche, que vous avez durement gagné. Donc, il faut contrôler vos dépenses. C'est quoi les dépenses? C'est un service que vous allez acheter quelque part avec l'argent que vous avez ou que vous allez essayer d'avoir. Voilà. Premièrement, il faut essayer de colmater un peu les fuites que vous avez dans votre poche pour qu'il en reste un tout petit peu. Cette partie qui va rester, on va parler de la deuxième loi, c'est épargner. Voilà. Déjà, je commence un petit peu à faire la chasse aux dépenses inutiles. Il y en a plein. Et ce qui reste dans ma poche avec mon revenu, je vais épargner ça et je vais mettre en place un système d'épargne régulier. Il faut commencer tout petit, mais j'imagine que vous le savez, vous allez le voir, l'argent fonctionne comme une boule de neige qui prend de l'inertie très rapidement lorsqu'on commence à en mettre de côté. Aujourd'hui, vous mettez 1 euro, demain, vous mettez 2 euros et ainsi de suite, vous mettez 3 euros, vous allez voir tout de suite qu'en un an, vous allez devenir millionnaire si vous arrivez à tenir le rythme régulièrement. On ne va pas commencer aussi fort, mais on va commencer en fonction de nos moyens. Tous les mois, par exemple, essayer de mettre un petit peu de côté. Je vais m'arrêter un petit peu ici. Ce que je vois en tout cas le plus souvent, c'est que les gens se disent, OK, comment contrôler mes dépenses alors que déjà ce que je gagne ne suffit pas à finir la fin du mois? Et moi, j'ai envie de répondre d'une façon systématique. Il faut toujours être sûr que vos dépenses vont augmenter proportionnellement à vos revenus. Si vous gagnez 1 000 euros aujourd'hui, vous allez avoir des dépenses et des envies de quelqu'un qui a 1 000 euros, qui est riche de 1 000 euros. Si demain, vous passez à 2 000 euros, soyez-en sûrs, vos dépenses aussi vont augmenter en proportion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer à avoir à mener une vie de quelqu'un qui a 2 000 euros. L'idéal dans ce cas, quand vous passez de 1 000 euros à 2 000 euros, c'est de conserver un petit peu cet état d'esprit ou ce niveau de vie de quelqu'un qui gagne 1 000 euros, sachant que vous avez 2 000 euros qui restent, qui rentrent tous les mois. Et là, vous allez voir tout de suite que vous allez commencer à gagner en liberté, non seulement en liberté financière, mais également en liberté d'esprit. Vous allez devenir maître de vous-même. Et ça, c'est très important. Et beaucoup de gens, en fait, essaient d'épargner à la fin du mois. Et moi, je conseille, on va le voir plus tard, de commencer à épargner au début du mois. Ça veut dire quoi? Commencer à vous payer en premier. Parce qu'avant de commencer à payer le coiffeur, votre propriétaire, votre assureur, votre banquier, tout ça, commencez déjà à vous payer vous-même, tout simplement. Troisième point, c'est investissez. Forcément, vous allez commencer à épargner. Voilà, l'argent est stocké sur un compte. Ça va commencer à prendre un petit peu en proportion. Et une partie de cet argent, il va falloir commencer à l'investir quelque part. Et des opportunités d'investissement, ça ne manque pas. Il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut sécuriser votre épargne. L'argent durement gagné,
et durement économiser ne doit pas servir à jouer au casino, à faire du yo-yo. Il faut sécuriser votre épargne. On verra tout à l'heure quels sont les leviers qui nous permettent de sécuriser notre argent. Un point important, planifiez votre retraite. N'attendez pas qui que ce soit de gérer votre retraite. En général, on s'en mord les doigts après. Il ne faut pas attendre non plus 5 ans avant la retraite pour commencer à dire, ah, mais tiens, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je dois faire et tout ça? Non, préparez votre retraite par vous-même et tous les jours. Et ça se planifie dès maintenant. J'ai envie de dire, ça se planifie depuis hier, en fait. Voilà, tout simplement parce que la retraite fait partie d'un tournant de notre vie, un tournant à la fois physique et spirituel. Ce qu'on est capable de faire lorsqu'on a 20 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 40 ans et ce ne sera pas la même chose à 60, 70, 80. Ça, c'est une réalité. Voilà, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Notre mécanique décroît, la capacité de notre mécanique décroît au fur et à mesure que le temps passe. Donc, pour pouvoir compenser au fait cette décroissance, bon, ben, il faut qu'on ait une ressource financière quelque part qui nous assure que bon, dans les vieux jours, qu'on ait quand même quelque chose pour pouvoir manger, tout simplement. Voilà, ça, c'est les 5 premières lois. Les 5 suivantes, il faut vous former. Il faut vous former continuellement. L'argent n'est pas figé dans le temps. La valeur de l'argent il y a 50 ans n'est pas la même aujourd'hui. N'a pas été la même il y a 30 ans, 20 ans et aujourd'hui. Donc, puisque cette valeur fluctue dans le temps, il faut aussi que notre connaissance de ce dernier, de cet argent, évolue également. Voilà, c'est-à-dire que ce que nous proposons au marché, c'est-à-dire notre formation de base, notre apprentissage de base que nous proposons aujourd'hui, soit à des clients, si on est entrepreneur indépendant, ou à notre employeur, si on est salarié, cette capacité va évoluer dans le temps. J'imagine il y a 30 ans, 40 ans, l'informatique n'était pas aussi présente partout. Aujourd'hui, on voit l'informatique partout. Donc, si quelqu'un a démarré à 30 ans, 40 ans en tant que dactylographe, voilà, machine à écrire, et n'a pas pris le temps de se former aux nouveaux outils de l'informatique, cette personne risque d'être complètement larguée et vivre dans une société avec la peur, au fait, parce que tout a évolué autour d'elle, sauf elle-même. Donc voilà, donc il ne faut pas avoir peur de se former. Il faut que ça soit même, on verra tout à l'heure que c'est même la base, au fait. Cette formation, c'est même la base, au fait. Parce que quel que soit ce que vous allez faire, vous allez proposer comme service sur ce vaste marché, c'est parce que vous avez acquis quelque chose, parce que vous avez acquis une valeur, que vous voulez vendre cette valeur contre de l'argent, tout simplement. Ah, ici, c'est redondant. Il faut planifier votre retraite, comme quoi c'est très important de planifier sa retraite. Je ne vais pas revenir là-dessus. Établissez des objectifs. À chaque moment, il faut établir des objectifs clairs. Il faut avoir un but dans la vie. Lorsqu'on n'a pas de but dans la vie, lorsqu'on n'a pas d'objectif, on va être malmené de gauche à droite, comme une feuille morte qui tombe au gré du vent. On va passer à gauche, à droite. On va tout simplement être à la merci des autres ou des aléas de la vie. Donc, il faut à chaque fois avoir un but, des objectifs clairs, voilà, par rapport à ici on parle d'argent, mais c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Voilà, et à chaque fois, remuer un petit peu ces objectifs pour voir si c'est toujours en accord avec le système actuel, l'évolution actuelle de la société, ou nos envies, nos passions et tout ça. Les objectifs qu'on avait avant d'avoir des enfants, c'est forcément pas les mêmes lorsqu'on commence à avoir des enfants, parce que les paramètres changent. Donc, il va falloir qu'on adopte d'autres objectifs, peut-être en éliminer certains qu'on avait avant, en rajouter d'autres. Voilà, donc une fois de plus, c'est une dynamique au fait. Il faut toujours qu'on garde en tête que l'argent, c'est une dynamique. Ce n'est pas rien qu'en finance de marché, en mathématiques financières, les équations qu'on présente au fait
les équations qu'on utilise, on les appelle les dynamiques. En fait, c'est des systèmes aléatoires dynamiques qui évoluent avec le temps. Donc, à chaque fois, il faut arriver à s'ajuster. Voilà. Une fois de plus, il faut développer ses connaissances vis-à-vis de l'argent. Ça rejoint le point 6. Voilà, il faut se former, développer vos connaissances, ne pas être figé. Et dernier point, il faut qu'on soit discipliné. C'est vraiment important. Il ne faut pas baisser les bras là, au moindre obstacle, parce que les obstacles, il y en aura toujours, mais on pourra les passer, on pourra passer au fait l'adversité là, si on a un objectif clair et on y croit tous les jours. Voilà, il faut être discipliné. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques jusqu'ici? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des remarques. Non. Je vous propose de jouer un petit peu. Hop, je réactive mon son. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est OK. Allez, je vous mets le QR code. Comme d'habitude, vous flashez ce QR code, vous entrez dans la salle de jeu, on vous laisse 30 secondes. Je vous rappelle qu'on a toujours 50, 30 et 20 points Itao pour le podium. Et si vous répondez à toutes les questions, vous avez également une valorisation en termes de Itao dans votre espace. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs dans la salle? Pendant ce temps-là, je vais revoir ma fille. Au revoir, Poulette. À demain. Ouais. Allez-y, allez-y. 10 secondes. En attente de joueurs. Alors, soit on a des endormis ce soir. Alors, vous pouvez, de toute façon, on va lancer le jeu. Hein. Vous pouvez également répondre aux questions dans le chat. Allez, j'y vais. 3, 2, 1. Pas de joueurs dans la salle? Une fois, deux fois, trois fois? On y va. Jean-Marc. Il y a Véronique qui n'a pas eu le QR code. Alors, le QR code, il est là, ici. Normalement, vous le voyez, mon QR code. Vous ne le voyez pas? Non, on ne voit pas Ludo. Si, on le voit très bien. On voit en gros. Bien en gros. Je suis en partage d'écran. Un Ok, gros QR moi, code. je Moi, vois je ne Joumon. le vois pas non plus. Hein. Je vois Joumon, mais je vois pas le code. Le QR code. Ah, Ah oui, moi c'est pareil. je suis passé au fait. D'accord, ok. Et C'est ça les Ah, là, trucs. c'est bon? Alors, j'aurai le petit peut-être. Ah, Ouais, là, ok. c'est Autant pour moi. J'ai partagé mon écran, du coup, j'avais Non, Ah, caché. ça, je ne le voyais pas. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que vous revoyez mon écran? C'est bon? D'accord. Moi, je Oui, le c'est vois. Ah oui, bah, je me disais, il n'y a personne qui entre dans la salle. Je ne comprenais pas C'est pourquoi. bon. Ça marche. Oui, je vois là sur l'autre écran, l'écran est partagé. Allez-y, entrez, c'est OK. Allez, on y va, c'est parti, on démarre. À vos téléphones, première question. Si ça démarre, moi je joue pas. Un KO, c'est, je sais c'est quoi, je sais pas comment dire. Allez, il est important d'épargner une partie de son salaire pour faire face aux imprévus, vrai ou faux? Une réponse sur les 3 joueurs en ligne. La réponse est vraie, tu confirmes, Kojo, bien entendu. Oui, c'est vrai. Bravo. Allez, avant les scores, voilà, ça ne va pas être difficile. J'arrête le partage et je te rends la main pour confirmer cette information importante. Tu peux partager ton écran. D'accord, c'est parti. Voilà. Vous voyez mon écran de nouveau? Tout à fait. OK, oui, il est vrai d'épargner une partie de son argent. Hein. Au fait, il ne faut pas attendre de tout dépenser et à la fin du mois, commencer à dire qu'est-ce qui reste sur le compte, je vais épargner. Non, il faut commencer à épargner dès le début du mois, c'est-à-dire en finance, on parle un peu de notion de se payer en premier.
Voilà. De la même façon que vous payez le coiffeur, votre banquier, l'assureur, le propriétaire, vous devez vous payer aussi et il est tout à fait normal de se payer en premier. On continue. Là, on va mettre tout ça, tout ce qu'on a vu, les lois qui régissent la finance, on va les mettre un petit peu en boucle. Et on va voir que c'est une boucle réentrante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois de notre parcours, on va revenir au point de départ. Alors, on commence par où? On commence par développer nos capacités. Il faut développer vos capacités, ça veut dire, ça passe par quoi? Ça passe par des formations, ça passe par les conférences qu'on est en train de faire là, ça passe par l'éducation, la lecture des livres, participer à, que ce soit des formations en ligne et tout ça. Donc, il faut toujours développer ces capacités, acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, c'est comme ça qu'on va rester dans la dynamique de la vie. Au lieu de subir la vie, on va être acteur principal. OK. Une fois qu'on a acquis des compétences, on va pouvoir proposer ça au marché, soit à notre employeur ou à nos clients. C'est aussi simple que ça. On va vendre notre talent. On ne va pas nous payer parce qu'on est beau. On ne va pas nous payer parce que il faut bien nous payer parce que l'État l'a dit. Non, on va nous payer parce qu'on a un service à rendre. Et ce service, c'est parce qu'on s'est formé pour. Voilà. Donc, une fois qu'on a vendu notre talent, notre service, on va gagner de l'argent. Maintenant qu'on a gagné l'argent, on va commencer à évaluer un petit peu tout ça. Et ça va passer par établir des budgets. Et un budget, c'est très simple. Savoir exactement ce qu'on gagne à la fin du mois et savoir aussi exactement ce qu'on va dépenser. Des fois, on se rend compte que on a des petites dépenses cachées. Voilà, je paye 3 € par mois à quelque chose que je n'utilise pas parce qu'à un moment donné, je pensais pouvoir l'utiliser, mais finalement, voilà, je l'utilise pas. J'achète un téléphone et puis je prends une assurance avec 12 € par mois. Alors que peut-être que si je me renseigne très bien, mon assurance classique couvre déjà une partie de ça. Voilà, à chaque fois, on va essayer de rajouter des petites dépenses récurrentes. Et là, moi, j'ai envie de vous dire et de vous conseiller de vraiment faire la chasse à tout ce qui est dépenses cachées, des petites dépenses cachées. Il faut vraiment lister tout, même si c'est 2 €, même si c'est 3 €. Des fois, on dit, ah non, mais c'est petit, je ne vais pas me prendre la tête pour ça. Non, il faut y aller. Il faut lister tout. Voilà. D'un côté, vous mettez vos entrées, les revenus que vous gagnez, et de l'autre côté, vous listez toutes vos dépenses. Aussi insignifiantes soient-elles, allez-y, notez tout. Et normalement, vous devez arriver au pire à l'équilibre, c'est-à-dire que vos revenus couvrent l'ensemble de vos dépenses. Voilà. Si tel est le cas, j'ai envie de dire que vous risquez de rester longtemps pauvre, en fait. Peu importe si vous gagnez 15 000 € par mois, 20 000 € par mois, si vos dépenses ne sont pas inférieures, en gros, vos besoins en dépenses, vos besoins ne sont pas inférieurs à votre capacité de gagner de l'argent, vous allez rester très longtemps pauvre. Ce n'est pas péjoratif, c'est la réalité, tout simplement. Donc, l'idée ici, c'est, dans un premier temps, considérer votre capacité d'épargne comme étant une dépense aussi à insérer dans la liste de vos dépenses. Supposons que vous gagnez 1 000 € par mois, considérez que vous avez une dépense fixe de 100 € par mois. Voilà, c'est votre épargne. Et ensuite, chassez toutes les dépenses superflues. Voilà, donc le budget passe par épargner et gérer soigneusement vos dépenses. Une fois que vous avez épargné, que vous commencez à avoir
un compte en banque plus ou moins bien garni, vous allez commencer à investir. Et toujours, je vous conseille d'investir dans quelque chose que vous comprenez. Euh, ne cédez pas à la tentation ou au gain facile, parce que vous risquez de tout perdre et de revenir à la case départ. L'argent que vous avez épargné, on verra tout à l'heure, il y a différents niveaux d'épargne. L'argent que vous épargnez, entre guillemets, dans la douleur, parce que ce n'est pas évident, il faut se serrer la ceinture et tout ça, vous avez vu, vous avez chassé des dépenses et tout ça. Donc, voilà, donc vous allez investir cet argent selon votre aversion au risque, selon votre profil. Si vous ne comprenez pas un véhicule d'investissement, évitez-le ou prenez conseil. Et là, on arrive au point de comment sécuriser vos investissements. Ça demande de la connaissance et on n'a pas tous le temps nécessaire ou la capacité à acquérir des connaissances en investissement. Dans ce cas, prenez conseil auprès des professionnels. C'est le minimum. Voilà. Prenez vraiment conseil au moins consacrer 1 heure par mois à prendre conseil auprès d'un professionnel ou d'un club d'investisseurs, peu importe, sur qu'est-ce qui pourrait vous convenir avec votre profil, avec votre niveau d'épargne. Qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire? C'est très important. N'allez pas les yeux fermés, la fleur au fusil en disant « Ah ben tiens, j'ai 10 000 euros là maintenant, je vais commencer à acheter de l'or ou à investir dans l'immobilier je ne sais pas moi, en Serbie et tout ça. » Non, je pense que c'est risqué. C'est risqué. Commencez déjà à investir dans des actifs, dans des biens qui sont proches de chez vous, que vous maîtrisez, que vous comprenez. Voilà, que vous comprenez. Il faut toujours avoir le feeling. Ça. Donc, une fois que vous avez établi vos investissements, on va boucler encore une fois de plus. Il faut continuer à acquérir de nouvelles compétences, c'est-à-dire à pratiquer l'amélioration continue. Les Japonais parlent de Kaizen. Voilà, amélioration continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours que la vie nous permet, on doit continuer à nous améliorer, à acquérir de nouvelles compétences. Voilà, ça c'est la boucle de la richesse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous allez dire, tiens, j'ai un job, j'ai un métier, j'ai une activité qui me rapporte gros, donc je vais dormir, je vais plus me former, je vais sortir de cette dynamique d'enrichissement et voilà, et attendre que les choses se passent. Non, vous prenez le risque d'être très rapidement dépassé. Très, très rapidement dépassé par les choses. Et ce serait dommage. Voilà. On va encore jouer un petit peu. Allons-y. On Alors, va tu peux jouer. arrêter ton partage d'écran. Voilà, c'est bon. Je repars sur le tableau des scores tout de suite. On n'avait que Jean-Marc qui avait, dans le temps imparti, pu répondre et qui prend donc de l'avance. Question suivante, toujours un vrai ou faux dans la boucle de l'enrichissement. Il est conseillé d'épargner à la fin du mois après avoir honoré toutes ses dépenses. Vrai ou faux? Ah, on a 3 réponses. Aussi 4, maintenant 5. Il y a encore forcément quelqu'un. Non, le timer s'arrête. Voyons les réponses. Alors, nous avons 1 vrai et 4 faux. Il fallait répondre faux. Tu peux nous confirmer ça. Je te rends la main en même temps. Kojo? Parfait. Oui, la réponse est faux. Voilà, il est conseillé d'épargner en début de mois et considérer l'épargne comme faisant partie des dépenses également. Voilà, donc dès que vous avez votre revenu, que ce soit salaire ou revenu immobilier, peu importe, arrive sur votre compte, la première personne à payer, c'est vous. Si les prélèvements obligatoires arrivent le 5 du mois, vous payez le 1er du mois. Voilà, après, vous allez faire face aux autres dépenses avec ce qui vous reste. Très bien.
On va voir tout ça, comment on met ça en place tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait, c'est bon. C'est bon. OK. Voilà. Vos capacités. On va reprendre la boucle. Je l'ai commenté, donc on va aller très rapidement dessus. Voilà. Premièrement, les capacités, ce sont d'abord vos compétences acquises ou vos talents innés. Même si vous avez un talent, et ça se développe et ça s'améliore. OK? Donc ça, ces compétences-là, c'est ce que vous allez proposer au marché, c'est-à-dire à d'autres personnes, tout simplement. Votre éducation également, vos facultés intellectuelles font partie de ces capacités qui sont monétisables. Votre habilité à rendre des services également. Par exemple, si vous êtes énergéticien, voilà, c'est un don que vous avez. Donc, vous pouvez rendre des services à d'autres personnes. Et n'hésitez pas à vous faire payer. Voilà, ce n'est pas parce que vous travaillez dans le domaine du bien-être que vous n'allez pas donner un prix à votre temps ou au service que vous rendez Je vois plusieurs personnes qui ont du mal, au fait, à demander de l'argent. Je dis, oh oui, non, mais c'est un don que j'ai, pourquoi je vais demander un prix? Ben non, vous avez besoin de donner un prix. Voilà, dans l'ancienne époque, vous allez demander qu'on vous paye en bol de sel ou en bétail. Voilà, pourquoi pas. Et aujourd'hui, tout ça a été remplacé par l'argent. Et avec cet argent, vous allez pouvoir vivre. C'est normal. Ce n'est pas pour rien que le Créateur vous a donné ce don-là. Donc, n'ayez pas peur de demander la juste valeur de votre service. Il y a aussi votre caractère, votre personnalité, tout simplement aussi, font partie de vos capacités. Et prenez le temps de développer vos capacités, de détecter, de connaître vos talents, vos passions et mettre en valeur votre caractère de vie, votre personnalité également. Ce sont des choses qui intéressent le marché. Par exemple, si vous êtes un bon orateur, bon, ben, devenez, je ne sais pas, conférencier, vous faire payer ce don d'orateur, tout simplement. Voilà. Donc, faites la liste de vos capacités et en face de chacune, donnez un prix. Et voilà, regardez le marché, combien les gens sont prêts à payer pour tel ou tel de vos services. C'est très important de savoir où est-ce qu'on en est exactement et voilà. Faire un peu le bilan de vos capacités. On commence par ça. Ensuite, les dépenses. En termes de dépenses, il faut structurer et bien contrôler vos dépenses. On en a parlé tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus, mais il faut être très ferme là-dessus. Voilà, il y a pas à dire oui, mais non, ouais, il faut que je me fasse quand même un petit peu plaisir. Non, soyez ferme là-dessus. Si vous voulez sortir de l'état, si vous considérez en tout cas que vous avez besoin de bien gérer votre argent, ça, en tout cas, ça passe par le contrôle de vos dépenses. Faire la différence entre ce qui est nécessaire, ce qui est important et le superflu. Voilà, je disais tout à l'heure, en général, notre niveau de vie en termes de besoins, de dépenses, évolue en fonction de nos revenus. Voilà. Quand on a 1 000 euros, on va avoir une vie de quelqu'un qui a 1 000 euros. Quand on va passer à 10 000 euros, on voit tout de suite que notre vie va aussi s'adapter à ce niveau de revenu. Maintenant, à nous d'être malin que le diable pour pouvoir faire la différence entre ce qui est important pour nous et le superflu. On voit très bien des gens qui commencent avec un petit revenu, qui allaient à la piscine municipale ou communale peut-être une fois par semaine. Et dès qu'ils ont une entrée d'argent, ils disent, ah ben tiens, maintenant je vais construire une piscine à la maison. Voilà. Voilà. Et quelques mois, quelques années plus tard, ils se retrouvent au même point parce qu'ils se rendent compte que la piscine demande beaucoup d'entretien et l'argent qu'ils ont monopolisé dans la construction de la piscine, bah, c'est l'argent qui leur manque aujourd'hui pour faire pour faire des choses beaucoup plus importantes dans leur vie. Voilà. Une fois de plus, les dépenses augmentent toujours en fonction de vos revenus. Ça, c'est important. Les gens ne croient pas, mais c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit, c'est quoi pour vous quelqu'un qui est riche? Et les gens vont répondre, c'est quelqu'un qui gagne 2 fois ou 3 fois plus que moi. Voilà. Et on voit toujours la richesse en termes de dépenses.
c'est Boris Vian, paix à son âme, qui disait quelque chose que je trouve mais très anecdotique chez nous les humains, c'est que quand on demande aux gens s'ils gagnent, quelle serait leur vie quand ils deviendront millionnaires, bah, ils voient ça toujours en termes de dépenses. Voilà. Voilà. Éviter les dettes inutiles. On a beaucoup de dettes inutiles. Et puis, un point important ici, une dette, ce n'est pas forcément un emprunt bancaire. Non, une dette, c'est un engagement financier que vous avez auprès envers un engagement financier que vous avez envers un créancier, tout simplement, une contrepartie, on va dire. Par exemple, vous prenez un abonnement, vous louez votre box Internet, un abonnement Internet qui vous coûte 50 € par mois. Ça, c'est une dette, tout simplement. Ça, c'est une dette parce que vous avez un engagement ferme envers une contrepartie et vous devez honorer ça tous les mois, tous les mois. Et ça, c'est une dette. Voilà. Il y a d'autres formes de dettes. On peut en parler, on verra ça plus tard lors de l'atelier, les différents types de dettes. Mais voilà, c'est pas seulement « Ah, je n'ai pas de crédit bancaire, donc je n'ai pas de dette ». Non. Tout ce qui vous engage est une dette. Et ça, le dernier point, je ne sais pas si ça vaut le coup de le rappeler ici, mais il faut juste éviter de vivre au-dessus de vos moyens. Ça rejoint un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de quelqu'un qui avait l'habitude d'aller à la piscine publique, mais du jour au lendemain, je ne sais pas, a eu un héritage ou a eu une rentrée d'argent assez conséquente, et puis il s'est dit, bon, ben, ok, je vais arrêter la piscine publique, je vais construire moi-même ma propre piscine. Ça veut dire que cette personne commence à vivre au-dessus de ses moyens. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Troisième point, c'est les épargnes. Voilà. Comment épargner? Il est conseillé, quand on démarre dans la construction de son patrimoine financier, d'épargner au moins 1/10 de ses revenus avant d'engager d'autres dépenses. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais de vous payer en premier. Donc, essayez de mettre de côté au minimum 1/10 de vos revenus. Si vous n'êtes pas en mesure de mettre ça de côté, d'épargner cette somme, c'est que vous êtes en situation de risque, tout simplement. C'est qu'il y a un problème. Il va falloir voir de près où part votre argent, où partent vos revenus. Voilà. Il va falloir faire un état des lieux de vos dépenses. Normalement, si vous voulez commencer un petit peu à sortir la tête de l'eau et à respirer, il va falloir mettre de côté au début de chaque mois 1/10 de vos revenus. Cette épargne-là va être ventilée dans trois slots, dans trois compartiments, on va dire. Le premier socle, c'est ce qu'on va appeler le matelas de sécurité ou épargne de précaution. L'épargne de précaution doit être grosso modo entre 3 à 6 mois de vos revenus, voilà, du total de vos revenus, ou soit 6 à 12 mois de vos charges fixes. Voilà. À quoi sert ce matelas de sécurité? Ça sert au fait à répondre aux imprévus. Par exemple, la machine à laver qui tombe, je ne sais pas, et jusqu'au pire, voilà, vous perdez votre source de revenus, voilà, vous êtes licencié, vous avez perdu votre boulot et tout ça. Voilà, l'épargne de précaution va permettre au fait d'amortir au fait cet aléa de la vie, des accidents de la vie. Et cette épargne doit être disponible. Voilà, il faut le mettre ça sur un livret A, en tout cas sur un compte qui est disponible, que ce soit, voilà, sur les livret A, livret de développement durable, des choses comme ça. Voilà. Donc, essayez dans un premier temps, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, de commencer à épargner 1/10 et sécuriser ça quelque part. Et comme ça vous évite au fait de contracter des dettes entre guillemets inutiles
lorsque la situation se présentera et vous serez serein en fait dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est important aussi, c'est ce côté spirituel qui est lié à l'argent. C'est-à-dire que l'argent va rester plus chez vous si vous êtes serein avec. Et vous allez être serein si vous avez un petit matelas à côté. C'est aussi simple que ça. Donc, commencez à vous constituer, si ce n'est pas le cas, à vous constituer ce matelas de sécurité. Et voilà, comme ça, la machine à laver tombe, pas la peine d'aller chez Darty et dire, tiens, je vais prendre un crédit 3 fois sans frais. Tout ça, c'est des pièges, en fait. Hein, voilà, c'est des pièges d'appauvrissement. Il faut éviter le plus possible de rentrer dans ce cycle-là. C'est infernal. Soit c'est le téléphone, soit c'est la machine à laver qui tombe, qu'on n'a pas prévu, ou soit on veut partir en vacances, mais bon, voilà, on va acheter des vacances à payer plus tard. Voilà, tout ça, c'est des engagements qu'on a vus tout à l'heure, c'est des dettes. Donc, l'épargne de sécurité va éviter de tomber dans ce cycle de dettes inutiles. Ensuite, une fois qu'on s'est constitué ces 3 à 6 mois de revenus d'épargne de précaution, on va ensuite attaquer ce qu'on va appeler l'épargne à court ou moyen terme, grosso modo. Et ça, on est dans quelque chose qui est toujours disponible. Ça peut être des fonds à capital garanti, en assurance vie, voilà. Et une fois de plus, avant d'aller sur ce terrain-là, prenez le temps, 1 heure à 2 heures, avec votre banquier ou votre assureur, de bien lire les clauses. Voilà. Est-ce que mon capital est garanti ou pas? Est-ce que l'assurance vie, quelles sont les garanties liées à mon assurance vie? Il y a différents types d'assurance vie. Sur quel support on va investir l'assurance vie? L'enveloppe, assurance vie, c'est une enveloppe d'investissement. Voilà. Maintenant, derrière ça, sur quel support mon argent sera investi. Et si jamais j'ai besoin, en cas de coup dur, si j'ai besoin de l'argent, est-ce que je vais pouvoir sortir rapidement ou pas? Est-ce que je vais pouvoir débloquer rapidement cet argent-là? C'est quelque chose qui est très important. Prenez un peu de temps avec votre assureur, 1 heure à 2 heures, en général, en moyenne, c'est 2 heures. Voilà, et qui va vous expliquer point par point quelles sont les caractéristiques de votre enveloppe d'investissement. Et aller sur des investissements que vous comprenez, une fois de plus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bon, ben, laissez tomber, reformez-vous peut-être, ou soit aller vers un autre conseiller qui sera capable de vous rassurer, de vous transmettre les informations nécessaires. Ensuite, une fois que ça commence à déborder, notre compte en banque commence à fleurir et tout ça, on va commencer à avoir du long terme, des épargnes bloquées à long terme. Et là, voilà, on verra tout à l'heure, il y a plusieurs véhicules d'investissement. Il y a la bourse, par exemple, il y a l'immobilier. Voilà, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous. Et il ne faut pas brûler les étapes, sincèrement. Il ne faut pas commencer à dire, tiens, je vais investir dans l'immobilier parce mon banquier me propose un investissement du Flow ou Pinel, donc je vais y aller alors que je n'ai même pas de matelas à côté. Et là, là, vous allez vous mettre la corde au cou parce qu'il suffirait juste qu'un loyer ne tombe pas alors que vous avez un crédit sur cet investissement et que la machine à laver aussi tombe en panne et que vous rentrez dans un cycle infernal. Donc, voilà. Et ce qui est présenté ici, c'est vraiment graduel. Il ne faut pas brûler. Il faut déjà avoir le matelas de sécurité, ensuite l'épargne disponible et après, on voit le long terme. Il ne faut pas faire les choses dans n'importe quel sens. Les investissements, quatrième pilier, c'est vos investissements. Vous commencez maintenant à avoir beaucoup d'argent de côté. Donc maintenant, vous allez investir, une fois de plus, en fonction de vos moyens. Et je vais vous demander d'être vraiment patient. Voilà, ça se construit petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il y a une histoire qu'on raconte souvent, c'est une discussion entre Warren Buffett, qui est un investisseur américain très avisé, et Jeff Bezos, le PDG d'Amazon.
Jeff Bezos qui dit à Warren Buffett, mais tiens, vos techniques d'investissement sont tellement simples et ça a l'air de marcher, tout ça, mais pourquoi plus de gens, plus de personnes ne le font pas? Et Warren Buffett qui répond, bah, c'est parce que les gens n'ont pas envie de, de gagner de l'argent graduellement. Ils veulent aller vite. Voilà. Ce qui veut dire que pour se constituer un patrimoine financier, ça demande du temps, ça demande de la patience. Voilà. Et ça se fait sur plusieurs années. Il faut être patient et aller doucement, 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 étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà, il faut sélectionner, une fois qu'on commence à avoir un peu d'argent de côté, il faut sélectionner selon nos moyens, selon nos connaissances, les supports d'investissement. Est-ce que c'est en bourse? Est-ce que c'est dans l'immobilier? Est-ce que c'est dans l'or? Est-ce que c'est dans des produits alternatifs? Voilà, des cryptos, des choses comme ça, voilà. Une fois de plus, continuez à vous documenter. Il faut prendre conseil auprès des professionnels. Ça, je ne le dis jamais assez. Beaucoup de gens disent, ah, ben tiens, j'ai entendu dire que les cryptos marchent très bien. Est-ce que je peux acheter? Voilà, je vais aller acheter parce que ça monte très bien. Et ça, c'est le meilleur moyen de se faire plumer, tout simplement. Il faut commencer petit et progresser graduellement. Vraiment, commencer tout petit. Ne pas en avoir honte. Il n'y a pas de honte. Voilà. C'est comme les grands fleuves, les grandes rivières, on les voit aujourd'hui, tiens, mais à la base, c'est juste des petits rues. Hein, voilà. Ce sont des petits rues voilà, qui se raccrochent les uns aux autres pour former le grand fleuve qu'on voit là au bout de la chaîne. Donc voilà, il faut commencer petit, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de honte, et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer. S'il n'y a pas de questions, on va jouer. Passons au jeu. Hop, je réactive mon micro. Et j'arrête le Voilà, partage. vas-y, tu peux. On repart sur le tableau des scores avec, tiens, 3 nouveaux joueurs qui sont entrés, Eric Véraud et Alain, et toujours Jean-Marc qui file en tête. Question suivante qui est un quiz. Selon vous, si je gagne 2000 € par mois, je peux me permettre d'épargner 50 € à la fin de chaque mois, d'épargner 300 € au début de chaque mois, de ne rien épargner du tout car ce n'est pas suffisant, ou alors d'épargner seulement si à la fin du mois, il me reste de l'argent. Et c'est déjà terminé avec 4 bonnes réponses. D'épargner 300 € au début de chaque mois. Kojo, tu peux et tu veux certainement revenir sur ce point. Oui, voilà, c'est la bonne réponse. Il faut épargner, on a dit et redit, il faut épargner au moins 10%. Et là, si je gagne 2000 €, je dois épargner au moins 200 €. Et si ma trésorerie le permet, ma capacité financière le permet, je peux aller jusqu'à 300 €. Et ce, en début du mois. Voilà. Et la première réponse piégeuse, c'était 50 €, mais à la fin du mois. Ça, il faut éviter. Voilà. Il ne faut pas attendre de tout dépenser et de voir ce qui reste au fond de ma besace avant d'épargner. Non, il faut épargner en début du mois. Voilà, le pilier suivant, c'est... Non, non. Voilà, j'ai été trop vite. C'est la retraite. Et voilà, après l'argent, je pense que la retraite, c'est le deuxième gros tabou, au fait. Personne n'en parle parce que la retraite, c'est quasiment vers la fin de la vie. Donc, voilà, on n'a pas envie d'en parler et tout ça. On veut rester jeune, et tout ça. Et ça, je pense que c'est un des gros mensonges de notre époque, de notre civilisation actuelle. On nous vend qu'on peut rester fort, vaillant toute notre vie, alors que c'est faux. Voilà, on est de la matière.
on a une mécanique physique, bah, ça va se dégrader au fil du temps et c'est normal. C'est comme ça, c'est la vie. C'est un contrat qu'on a passé à la naissance et ça ne va pas nous échapper. Et pour que justement nos vieux jours, lorsqu'on sera à la retraite et tout ça, tout se passe bien, ça se prépare. Ça se prépare, voilà. Nos facultés physiques et intellectuelles vont diminuer avec l'âge, c'est un fait. Donc, il faut qu'on prépare notre retraite en investissant dans des supports dédiés. Aujourd'hui, il y a des supports financiers, des véhicules financiers qui sont adaptés à ça. Il y a par exemple l'assurance vie, il y a le plan épargne retraite. Une petite parenthèse ici, il y a eu une refonte globale de tout ce qui est plan épargne, PERCO et tout ça en France. Maintenant, on va parler que de PER, plan épargne. Je trouve ça génial. Au moins, c'est lisible. Voilà. Et il faut se renseigner. Si vous n'êtes pas au courant, une fois de plus, voilà, vous allez chez votre assureur ou votre banquier, il va pouvoir vous renseigner sur ça. En plus, pour le plan épargne actuel, à chaque fois que vous investissez dans cette enveloppe, vous avez une réduction d'impôt. Vous avez une réduction d'impôt. Il y a un plafond, mais bon, il faut quand même mettre beaucoup pour pouvoir dépasser ce plafond-là. Regardez bien sûr votre fiche, sur votre avis d'imposition. Vous allez voir, c'est écrit, je pense, sur la première ou deuxième page. En bas des récapitulatifs, vous allez voir vos plafonds, en fait, qui ont été consommés ou qui ne sont pas consommés. Et je pense que c'est cumulable sur 2 ou 3 ans à peu près. Donc voilà, renseignez-vous, c'est très intéressant. Et une fois que vous avez mis en place ce véhicule d'investissement, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le plan épargne retraite, l'État vous donne un peu d'argent aussi pour mettre de côté. Donc, c'est intéressant de prendre ça au lieu de payer des impôts. Bah, vous économisez pour plus tard. Après, il y a différents mécanismes d'imposition, soit au moment où vous investissez ou lorsque vous allez sortir du plan, lorsque vous serez à la retraite, que vous allez sortir du plan. C'est un investissement bloqué. Voilà, que vous allez pouvoir débloquer à la retraite, soit en rente ou en capital. Et soit vous avez payé des impôts à chaque fois que vous n'avez pas bénéficié au fait du crédit d'impôt que l'État vous donne. Et dans ce cas, quand vous allez sortir, vous allez payer l'impôt à la sortie. Mais en général, quand on part à la retraite, notre taux d'imposition, notre taux marginal baisse. Donc, du coup, il est conseillé de payer des impôts à la sortie. Voilà. Au lieu de payer, si votre taux marginal aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, 30 ou 41%, il y a forte chance qu'à la retraite, ça va diminuer un petit peu, ça va passer en dessous de 30 ou en dessous de 40. Et là, vous allez payer l'impôt sur ce capital-là ou sur cette rente-là à la sortie. Voilà. Il y a aussi d'autres produits de rente, bien évidemment. Une fois de plus, prenez conseil. Et ces conseils-là dépassent largement le cadre de cette conférence ce soir. Mais je suis disposé, si vous avez besoin de quelques petits renseignements, je peux vous en donner, mais ce ne sera pas un conseil d'investissement, bien évidemment. Ce n'est pas mon rôle et je n'ai pas l'agrément pour ça. Quelque chose d'important aussi, c'est posséder votre propre résidence principale. Ça, c'est important parce que se retrouver à la retraite et ne pas avoir une résidence principale, ça coûte énormément. Comme je disais, vos revenus vont baisser. Mécaniquement, vos revenus vont baisser. Et en plus de ça, si vous devez payer tous les mois un loyer, ce qui fait une dette fixe, ça risque de vous mettre un petit peu en difficulté. Donc, il est très important que lorsque vous travaillez, vous devez acquérir votre résidence principale. Aujourd'hui, en France, tout ce qui est immobilier représente le plus gros poste de dépense. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Voilà. Et en plus, si vous payez, je ne sais pas moi, 500 € aujourd'hui en loyer, il y a forte chance que lorsque vous serez à la retraite, ça passe à 800 ou va même plus en fonction de l'inflation. OK? Donc, faites tout pour acquérir votre résidence principale. Que personne ne vous détourne de ça, vous dites non, 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 résidence principale, c'est pas bon, c'est pas un investissement, tout ça. C'est un investissement en soi. C'est un investissement pour vos vieux jours, pour la retraite, au même titre que l'assurance vie ou les PER. OK?
Et, ici, je l'ai mis vraiment en évidence parce que beaucoup de personnes se font avoir dans les dernières années de leur activité, que ce soit entrepreneuriale ou salariale. Voilà, on va jouer. On va jouer une fois de plus. Je vais arrêter le partage. Voilà. On est parti pour la dernière question avant le petit sondage, avant je réaffiche les scores. Ça évolue un petit peu, mais on a toujours Jean-Marc qui est en feu. 3 bonnes réponses sur 3 d'affilée. 4e question, le quiz à réponse multiple. Vous le savez désormais, selon vous, la retraite doit obligatoirement être gérée par l'État, où je dois la planifier quel que soit mon niveau de revenu actuel, où je n'y pense même pas, à chaque jour suffit sa peine, et enfin, j'alimente régulièrement mes placements de rente. Boum! Alors, ça a été très très rapide. Il fallait répondre, je dois la planifier quel que soit mon niveau de revenu actuel et j'alimente régulièrement mes placements de rente. Je pense que ça mérite que tu reviennes peut-être un petit peu dessus, Kojo. Je te laisse le partage. Parfait, exact. Ce sont les bonnes réponses. Voilà. Ça se planifie tous les jours et surtout garder en tête que les revenus baissent d'une façon drastique une fois la retraite. Les sources de revenus vont diminuer et donc planifier, préparer cette retraite permet en fait de pallier à cette diminution des revenus. Voilà. Ce serait dommage de perdre en termes de qualité de vie une fois à la retraite parce qu'on n'a pas d'amortisseur au fait de cet écart de revenus. Voilà. Et donc, ça passe par la mise en place des investissements, une fois de plus contrôlés, mais au moins ces investissements doivent garantir une certaine rente ou un certain capital à la fin de notre vie active. Voilà, on continue. On va maintenant voir comment construire notre patrimoine. On va démarrer par la base et aller graduellement vers le haut. Ça, c'est une synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On a vu que l'enrichissement commence par les revenus qui rentrent. S'il n'y a rien qui rentre, ça va être très compliqué. Ça va nous rendre la tâche très difficile, qu'on ne se leurre pas. On va voir des fois des gens qui disent « Ah oui, mais vous pouvez quand même investir avec l'argent des autres. C'est la banque qui va… » Non, c'est tout simplement faux. Voilà, il faut au moins avoir, lorsque vous allez vouloir emprunter de l'argent, un banquier honnête qui fait bien son métier va avoir déjà vos capacités de remboursement. En gros, quelles sont vos sources de revenus. Et à la base, donc voilà, on a source de revenus. Et bien entendu, pour qui dit revenu, dit un service rendu par lequel on est payé. Voilà, donc il faut voir vos capacités. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez comme service au marché, aux autres, et tout ça. C'est ça qui fait partie de vos sources de revenus. Et on va commencer par mettre de côté au moins 1/10 de nos revenus. Donc, on va se constituer ce qu'on appelle l'épargne de précaution, qui, en fonction de votre niveau de vie, doit être au minimum 3 mois, 3 à 6 mois de vos revenus, ou soit jusqu'à de 6 à 12 mois de vos charges fixes. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, voilà, vous n'avez pas besoin de tomber dans la pauvreté en allant contracter une nouvelle dette. Ça peut être un besoin très simple, hein, voilà, je veux refinancer mon frigo, ma machine à laver, ou voilà, un truc comme ça, jusqu'à perte d'emploi. Et cette épargne de précaution va servir d'amortisseur dans des moments durs. Et ça, qu'on se le dise, ça arrive tôt ou tard. Donc, vaut mieux se préparer. Ensuite, une fois que l'épargne de précaution est constituée, pensez à investir dans votre résidence principale. Ça, bien sûr,
c'est par rapport à la retraite, mais également à la vie de tous les jours. C'est important de bien se sentir chez soi. C'est important à la fois pour vous, pour votre famille proche, vos conjoints, conjointes, vos enfants et tout ça. Avoir un environnement sain, serein, ça permet de bien vivre. C'est très important. Voilà. Bien sélectionner l'endroit où vous voulez investir votre résidence principale. Ça, c'est important pour la vie de tous les jours. Voilà. Être dans un environnement sain, sécurisé. Voilà, c'est très important de bien sélectionner cet investissement et aussi, le plus possible, que ce soit dans un environnement où quelque part où vous savez que l'immobilier pourra prendre de la valeur. Ça ne sert à rien d'aller prendre une résidence principale dans un endroit, entre guillemets, qui craint un petit peu et qui va perdre de la valeur au fur et à mesure. On est là pour gagner de l'argent, on est là pour voir venir les choses. Donc, la résidence principale doit aussi servir d'un véhicule d'investissement. Donc, il faut que ce soit dans un endroit qui potentiellement pourra prendre de la valeur, en tout cas ne pas perdre de la valeur. À la fois et aussi de la valeur qualitative, en qualité de vie, et également de la valeur financière. Parce que peut-être que lorsque vous serez à la retraite, vous voulez vendre, si c'est un appartement ou une maison, vous voulez vendre et aller vivre peut-être loin de la ville, par exemple. Voilà. Ce serait dommage qu'à la revente, vous perdez de l'argent et qu'avec l'argent récupéré de cette revente, vous ne pourrez pas envisager sereinement votre vie une fois à la retraite. Ensuite, on va commencer par les investissements disponibles. Donc, on a vu tout à l'heure que ça peut être des assurances-vie avec des supports de fonds en euros, même si ces supports-là ne rémunèrent pas suffisamment assez, ce n'est pas grave, il faut les prendre, il faut en avoir, et ça va servir aussi d'amortisseur. Et aussi en termes d'éducation financière, c'est très important de se voir au fait constituer son patrimoine petit à petit. D'apprendre au fait à économiser, à épargner. Ça aussi, ça s'apprend. Et le fait de mettre un peu d'argent sur des investissements comme ça nous pousse au fait à en faire encore plus. Je disais au préalable que la gestion de l'argent, c'est une dynamique, c'est une boule qu'on lâche et qui prend de l'inertie au fil du temps. Et une fois qu'on a mis en place ces dispositifs d'investissement disponible, on va aller vers l'immobilier. Voilà, l'immobilier, c'est aussi un bon véhicule d'investissement. Ça peut être des investissements locatifs, par exemple, ou soit acheter de la pierre papier. Voilà, au lieu d'avoir de l'argent, vous allez plutôt aller acheter des parts, au fait, dans des SCI ou dans d'autres fonds qui proposent, qui, eux, vont investir à votre place dans l'immobilier. Voilà. Et à côté de ça, il y a la bourse. Je mets côte à côte immobilier-bourse parce que c'est quasiment le même niveau de risque, au fait. Voilà, en termes de perte en capital, je veux dire. Donc, il y a la bourse aussi. Et là aussi, renseignez-vous énormément avant de commencer à mettre l'argent en bourse. Et si vous êtes tenté par le marché action, pourquoi pas, mais prenez conseil auprès de quelqu'un ou soit renseignez-vous sur les entreprises dans lesquelles vous voulez investir. Est-ce que ce sont des entreprises qui versent des dividendes ou pas, ou qui réinvestissent tous leurs bénéfices et donc du coup, vous allez gagner de l'argent seulement lorsque vous allez vendre vos actions, vos parts, ou soit ce sont les entreprises qui versent des dividendes et dans ce cas, ces dividendes pourront être une autre source de revenus annuels pour vous. Vous pouvez aussi vous renseigner. Aujourd'hui, on a une panoplie de véhicules d'investissement en bourse. Il y a par exemple les trackers, les ETF aussi. C'est des pools d'actions qu'on met ensemble et voilà. Et au lieu de passer du temps à sélectionner nous-mêmes les entreprises, les actions, il y a déjà des acteurs financiers qui ont travaillé pour pouvoir créer
poules, au fait, voilà, des ensembles d'actions, soit par secteur ou par zone géographique. Voilà. Donc, c'est très facile de rentrer sur ce genre de marché également. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez aller sur les ETF, même pour 50 euros, vous en trouverez quoi, des ETF. Voilà. Donc, c'est à la portée, j'ai envie de dire, c'est à la portée de toutes les bourses. Voilà. Et c'est assez sécurisé si on le compare aux actions et tout ça. Et en bourse aussi, vous avez ce qu'on appelle les obligations. Rapprochez-vous de votre banquier. En général, chaque banque émet des obligations. Les obligations, c'est juste des produits de rente qui vous versent des coupons régulièrement, soit tous les mois ou par trimestre ou annuellement, ou soit à la fin de vie de l'obligation. C'est assez sécurisé dans la mesure, à la fin, vous allez récupérer votre capital plus les rendements que vous avez eus. Par exemple, si vous investissez 100 euros sur 5 ans, au bout de 5 ans, vous allez récupérer les 100 euros. Maintenant, c'est une obligation qui verse des coupons tous les ans à 2%, donc tous les ans, vous allez pouvoir récupérer 2%. Voilà, c'est aussi une source de revenus. Voilà. Bien évidemment, ici, au fait, tout ce qui concerne investissement, les trois derniers blocs viennent au fait réalimenter vos sources de revenus. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est de l'argent que vous allez toucher qui va rentrer et que vous allez pouvoir comptabiliser comme revenu. On n'a pas le temps ici de ventiler en fait tout ce qu'on peut faire en termes d'immobilier de bourse, mais peut-être qu'on aura un autre atelier pour ça. Ensuite, tout en haut, c'est les investissements dans les véhicules alternatifs. Ça peut être de l'or, des crypto-monnaies, des fonds, des fonds, des choses comme ça. Là, ça devient un peu limite au fait en termes de gestion de patrimoine personnel. Là, ça demande beaucoup de connaissances. Une fois de plus, ne faites pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que on a dit à la télé que ça montre qu'il faut aller se jeter dessus. Il y a toujours un piège derrière. Voilà. On est quasiment à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que... Tout est clair. Je me suis mal exprimé. Ah, ouais, d'accord. Okay, ça me rassure. Donc, voilà. À la fin, les Anglais disent takeaway. À apprendre ici. Après cette présentation, il y a 3 choses. Premièrement, vous devez être en mesure de parler de l'argent dans n'importe quel contexte. Partout, vous devez pouvoir parler de l'argent. Voilà, ça c'est important. S'imprégner de l'argent. Ce n'est pas un tabou. Voilà, à partir de ce soir, on va considérer l'argent comme n'étant pas un tabou. C'est juste un véhicule d'échange. Voilà, donc voilà, il faut se familiariser avec l'argent. Deuxième chose à prendre, c'est la boucle d'investissement de la richesse. C'est important aussi de s'imprimer ça dans la tête, au fait, et de savoir à chaque moment où est-ce qu'on en est. Troisième chose à prendre, c'est ce graphique, voilà, qui nous permet de construire notre patrimoine au fil du temps. OK. Pour la semaine prochaine, je crois qu'on a un atelier prévu la semaine prochaine. Nous allons nous projeter dans notre nouvelle réalité. Et je vais vous demander de réfléchir un peu à ça durant les jours à venir. Voilà, quelle serait votre vie si vous gagnez aujourd'hui au loto 1 million d'euros, voilà, vous avez gagné 1 million d'euros, voilà, c'est une entrée d'argent brutale, on ne s'y attendait pas. Comment est-ce que vous allez pouvoir bâtir votre indépendance financière? Voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir fructifier cet argent? Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser cet argent-là? Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ça pour la semaine prochaine? Et puis, gagner brutalement 1 million d'euros, dites-vous que ça peut vous arriver, hein, que ce soit au loto ou ailleurs, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, ça peut arriver.
très rapidement. OK. Notez ça pour la semaine prochaine. Et avant qu'on se quitte, on va faire je pense que c'est le dernier jeu. On va Yes, jouer un alors petit ça peu. n'est pas un jeu réellement. Je vais passer sur le sondage. Que souhaiteriez-vous approfondir justement? Alors, est-ce que c'est comment gérer son argent au quotidien, établir un budget, le gérer? Est-ce que c'est comment investir efficacement? Est-ce que vous voulez justement en avoir encore davantage sur les croyances limitantes autour de l'argent? Ou toute autre question, pardon, que vous pouvez formuler dans le chat également. Voilà, évidemment. Comme souvent, c'est réparti entre 3 piliers. On s'y attendait un petit peu, Kodjo. C'est pas facile de se mettre sur un atelier avec un 33% probablement réparti. Mais bon, je présume que tu as déjà une belle idée de ce que tu vas faire la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine, on va continuer sur cet élan avec l'atelier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les 3 points lors de cet atelier-là, en partant de notre pactole de 1 million. On va voir comment est-ce qu'on peut gérer ça au quotidien, établir un budget. Voilà, on va prendre un cas d'école, un cas fictif et le déployer. Et comment est-ce qu'on peut aussi investir une partie de cet argent et à la fin, on a 1 million, on devient riche, on peut dire, hein, on devient riche. Et comment est-ce qu'on peut maintenant gommer nos croyances limitantes, préparer le terrain pour que cet argent puisse fructifier, pour qu'on puisse fructifier cet argent sur un terrain sain, fertile. Voilà, OK, très bien. Donc, je pense qu'on aura le temps, j'espère en tout cas, d'aborder ces 3 points-là. C'est très Super. bien. Allez, on va afficher, pour terminer, avant de te redonner la main, le podium par rapport aux jeux réalisés durant cette conférence. Véro, 3e, Alain, 2e, et le premier, donc, je le présume, je vais mettre son nom, Jean-Marc, qui remporte donc 50 Itao, Alain 30 et Véro 20 de plus. Tu as déjà gagné la semaine passée. Alors, pour revenir sur les questions qui ont posé quelques difficultés, le vrai ou faux, il est important d'épargner une partie de son salaire pour faire face aux imprévus. Alors, c'était la première question en même temps. Hein, donc, il y a eu un petit couac au démarrage. Un petit couac. Et la question, selon vous, la retraite, donc on rappelle cette question qui a posé quelques difficultés également. Vous devez donc planifier, quel que soit votre niveau de revenu actuel, votre retraite, et alimenter régulièrement vos placements de rente. Voilà le retour, tu vois, Kodjo, sur les questions qui ont posé, entre guillemets, quelques... Oui, exact. Et je pense qu'à la fin, maintenant, on a tous compris ce qu'il convient de faire. Peut-être que ces questions sont arrivées à un moment où on n'a pas encore digéré notre nouvelle réalité. Voilà, donc pour la retraite, une fois de plus, c'est une affaire de tous les jours. Dès maintenant, j'ai envie de dire hier, qu'il faut commencer à la préparer. Il ne faut pas attendre la veille de la retraite pour aller chercher ces points, où est-ce que j'en suis. Non. Ça se prépare tous les jours, indépendamment de ce que l'État ou le gouvernement nous réserve. Il faut qu'on soit serein nous-mêmes par rapport à ça, sans attendre tout ça.